Bienvenue dans Histo Tarot, le rendez-vous des passionnés d'histoire et de cartomancie. Je suis Marie, fondatrice d'Uxor Ignis. Chaque épisode que je propose est une invitation à comprendre une personnalité historique à travers une carte de tarot et inversement. Alors munissez-vous de votre retourneur de temps, 3 tours devraient suffire, de votre jeu de cartes favori et plongeons ensemble dans cet espace où le temps n'existe pas. Il est considéré comme l'homme le plus sulfureux de son temps et décrit comme l'incarnation du mal par ses contemporains. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans l'histoire du célèbre marquis de Sade. Il fut tour à tour criminel, libertin, débauché, artiste, écrivain, figure politique, philosophe, athée, mais surtout irréductible et libre. C'est cette figure littéraire et historique qu'on aborde aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Histo Tarot. Qu'on ait lu ses œuvres ou non, eh bien Sade, on le connaît tous au moins de nom, pour son histoire, son mythe et surtout pour un mot qui est issu de ses pratiques, le sadisme. Comme pour toutes les figures connues et controversées, c'est toujours difficile de dissocier le fait historique du fantasme. Beaucoup de biographies sur le marquis de Sade ont été rédigées au fil des siècles, certaines pas très objectives, mais fort heureusement depuis, les historiens ont fait et font toujours d'ailleurs un travail remarquable. Je pense notamment à la biographie de Jean-Jacques Pauvert, aux travaux de Michel Delon et Stéphanie Génant, ou tout récemment ceux de Christian Lacombe. Comme d'habitude, vous trouverez la bibliographie dans la description si vous souhaitez approfondir le sujet. Dans la première partie de cette vidéo, on retracera sa vie, on parlera de ses affaires judiciaires, de ses écrits aussi, bref, on dressera un portrait de lui. Et dans la seconde partie, on papotera tarot que j'ai un peu modifié, vous verrez, j'espère que ça vous plaira. Sans plus attendre, retraçons le parcours du marquis de Sade, dont l'histoire fut aussi scandaleuse et rocambolesque que ses œuvres. On connaît assez bien son histoire, puisque c'est une personne qui est célèbre de son vivant, et aussi grâce aux correspondances familiales entre Sade et d'autres membres de sa famille. Donc on a de nombreux documents qui nous permettent aujourd'hui de retracer son parcours. En revanche, on ne sait pas très bien à quoi il ressemblait physiquement, puisqu'il y a seulement un portrait de lui, un portrait officiel, et c'est le portrait que j'ai utilisé dans la miniature que vous voyez à l'écran. Il est décrit par ses contemporains comme un homme joli, je reprends le terme qui lui est associé, et il serait blond aux yeux bleus. Donc on n'a pas d'autres images officielles de lui, et il n'est pas certain que ce soit un portrait fidèle. On sait néanmoins qu'il est atteint de la maladie de la petite vérole suite à ses séjours en prison. Au fur et à mesure des années, il se transforme physiquement à cause de ses incarcérations qui le modifient. Il grossit, lui-même le dit dans ses correspondances, il est marqué. Le marquis de Sade naît le 2 juin 1740 à Paris, à l'hôtel de Condé, sous le nom de Donatien Alphonse François de Sade, mais il est aussi connu sous les prénoms de Louis Aldonze Donatien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu un problème à l'état civil à l'occasion de son baptême à Paris. À Paris, ils n'ont pas compris les prénoms d'origine provençale du marquis de Sade et ils ont écrit par erreur Donatien Alphonse François au lieu de Donatien Aldonze Louis. Et ça, Sade, il en jouera toute sa vie, puisqu'il écrira beaucoup de correspondances sous ses prénoms d'origine provençale. La famille de Sade est une très ancienne famille de nobles de Provence, plus précisément de Lacoste. Le petit Donatien est le fils de Jean-Baptiste François, comte de Sade, qui est un libertin et un ami de Voltaire, et de Marie-Éléonore de Maillet de Carman. Cette identité provençale, c'est une chose qui est assez importante pour le marquis de Sade, on aura l'occasion d'en reparler. Le petit Sade quitte Paris à l'âge de 4 ans pour grandir en Provence, d'abord chez sa grand-mère, puis chez son oncle. Son oncle qui est aussi un libertin, donc il grandit dans cette atmosphère-là. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, on est à l'époque de l'Ancien Régime. Le libertinage, c'est quelque chose qui est pratiqué, qui est répandu, notamment dans la noblesse. Donc ce n'est pas choquant du tout.
On en reparlera plus longuement après, mais je voulais que vous ayez ça en tête dès le départ. Il retourne à Paris à l'âge de 10 ans pour rentrer au collège jésuite Louis le Grand, école prestigieuse réservée à l'élite, à la noblesse. C'est une école très stricte, on sait que les châtiments corporels sont pratiqués et on pense que cette expérience-là influe aussi sur son comportement. À 14 ans, il rejoint le régiment des chevaux légers du roi, donc c'est un régiment d'élite installé à Versailles. Jean-Jacques Pauvert, je vous en ai parlé dans l'introduction, lorsqu'il se consacre à l'écriture de la biographie de Sade à la fin des années 80, il retrouve un document dans les archives militaires dans lequel un des supérieurs de Sade le décrit comme étant, je cite, « fort dérangé, mais fort brave ». À l'époque, il aurait entre 17 et 19 ans. Donc on voit que très tôt, il adopte un comportement irrévérencieux pour un noble, il dénote. À 19 ans, il est capitaine de cavalerie. Dans sa vingtaine, Sade fréquente beaucoup les théâtres. Il est épris de passion pour le théâtre et les femmes. Il est joueur, sa réputation sulfureuse commence. On le décrit déjà comme un débauché. À cette époque, la noblesse organise couramment des soirées où on pratique des excès en tout genre, donc Sade ne fait pas figure d'exception. Ce n'est pas un cas isolé et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, même si on peut penser qu'il était très friand de ce genre de soirée. Le libertinage était monnaie courante dans la noblesse de l'Ancien Régime, Louis XV est lui-même un libertin d'ailleurs, mais ce qui fait que Sade dénote des autres, c'est l'absence de code. Parce que même si le libertinage il est pratiqué, il est codifié. C'est-à-dire qu'on se retrouve en soirée, entre nobles, pour ses parties fines, et Sade, lui, il rejette toutes ces codifications-là parce qu'il pratique souvent seul, il a un caractère sulfureux, il n'obéit à aucune règle de la noblesse, et c'est ça, en plus du reste, qui dérange et qui fait de lui un être à part des autres nobles libertins, et ça, on l'abordera plus tard. Le père de Sade cherche à le marier. La famille a des problèmes d'argent, il faut éviter la banqueroute, et à l'époque, le meilleur moyen d'y remédier, c'est par le mariage, bien évidemment. Et c'est là où son histoire commence à péricliter. Il se marie à 23 ans contre son gré, le 17 mai 1763, avec René Pélagie de Montreuil. C'est une famille bourgeoise, donc qui a de l'argent et qui cherche à avoir un titre de noblesse. On est à l'époque de l'Ancien Régime, c'est une situation qui n'est pas rare du tout, la noblesse est endettée et la bourgeoisie a l'argent, mais elle recherche le statut, donc les titres de noblesse. Elles comme lui ne sont pas très heureux de cette union, donc au début de leur mariage, ils ne s'entendent pas du tout. Les correspondances que Sade écrit à sa famille sont vraiment peu élogieuses sur sa femme. Mais avec le temps, ils parviennent à trouver une sorte d'équilibre et s'entendront même très bien, ils deviennent très bons amis et elle l'aimera vraiment puisqu'elle restera à ses côtés dans les moments les plus difficiles de la vie de Sade. Quand il est incarcéré notamment, ils s'écriront souvent. Éclate alors la première affaire, le premier scandale en octobre 1763. Une prostituée du nom de Jeanne Testard dépose une plainte contre lui pour violence physique, blasphème et sacrilège commis par Sade. C'est le caractère blasphématoire qui pose problème et qui est sévèrement puni par la loi à l'époque, puisque commettre des violences physiques envers une prostituée, c'est légal. Il est arrêté dans sa garçonnière rue Mouffetard et il y est enfermé le 29 octobre 1763 au donjon de Vincennes, puis il sera libéré 15 jours plus tard pour être assigné à résidence chez ses beaux-parents jusqu'en septembre 1764. Le roi Louis XV lui demande de se tenir tranquille, mais c'est bien mal le connaître. Un deuxième scandale éclate. Le 3 avril 1768, il paye une prostituée du nom de Rose Keller et l'emmène dans l'une de ses garçonnières à Arcueil. C'est le dimanche de Pâques et Sade demande à cette prostituée de jurer de blasphémer et s'ensuit des pratiques qu'on qualifie aujourd'hui de sadiques, bien que ce terme n'existe pas de son vivant. Rose Keller, choquée, s'échappe par la fenêtre et porte plainte en exagérant les faits. Et encore une fois, c'est surtout l'aspect blasphématoire qui choque. Sade est jugé et condamné. Cette affaire-là, c'est vraiment le moment où le marquis de Sade devient un personnage complètement scandaleux
aux yeux de sa famille et du public. À partir de ce moment-là, cette réputation lui collera à la peau jusqu'à sa mort. Il devient le symbole de l'aristocrate libertin monstrueux, beaucoup de fausses rumeurs circulent sur lui, le public en fait vraiment un monstre. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte social pré-Révolution française, que la population est exaspérée par l'aristocratie et toutes ses richesses. Donc Sade, il devient vraiment le symbole de cette aristocratie-là dont la population ne veut plus. Il y a une sorte de non-retour qui s'opère à ce moment-là pour lui. Il est incarcéré pendant 7 mois, puis il se retire dans ses terres en Provence pour y vivre comme le libertin qu'il est. Puis vient l'affaire qui va tout relancer, c'est l'affaire dite de Marseille. Le 25 juin 1772 se tient une soirée libertine à l'hôtel des 13 cantons. Pendant cette soirée, Sade propose des pastilles aphrodisiaques à la cantaride aux 5 prostituées présentes. Sauf que, à forte dose, ces pastilles sont dangereuses pour la santé et deviennent du poison. 2 des prostituées pensent qu'elles ont été empoisonnées par le marquis et les 3 autres seront malades. Évidemment, c'est le marquis de Sade, les rumeurs enflent. Le Parlement de Provence se saisit de cette affaire, jugée comme criminelle puisqu'il y aurait tentative d'empoisonnement et il est condamné par contumace. Contumace, ça veut dire que Sade n'est pas présent au moment du jugement. Il est condamné par contumace à la peine de mort. Face à ce jugement, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va s'enfuir en Italie avec sa belle-sœur Anne Prosper de Launay. Donc il ne s'enfuit pas tout seul. Et Anne Prosper de Launay, elle sort tout juste du couvent et elle devient donc sa maîtresse. Donc il s'enfonce un peu plus dans la provocation. Finalement, elle rentrera assez rapidement en France à cause des nombreuses infidélités de Sade. Et là s'ensuit toute une série de péripéties où il est arrêté et emprisonné au fort de Miaulan en Savoie. Il s'évade de cette prison en achetant les gardiens, se réfugie chez lui en Provence dans son château de Lacoste. Il retourne en Italie sous anonymat et y reste jusqu'en mai 1776. Il revient en Provence en août 1776 et il décide de se rendre à Paris alors qu'il est toujours recherché. C'est une très mauvaise idée puisqu'il est arrêté à Paris le 13 février 1777 et incarcéré au donjon de Vincennes par lettre de cachet. Une lettre de cachet permet d'emprisonner une personne sur ordre du roi sans jugement. Ce détail est important parce que c'est sa belle-mère, Madame de Montreuil, qui est à l'origine de cette lettre de cachet. Elle souhaite le faire enfermer parce que Sade y salit l'honneur et la réputation de la famille. Donc, il est incarcéré pour 2 choses. D'abord pour cette affaire de Marseille, et aussi par sa belle famille avec cette lettre de cachet. Le marquis de Sade ressort innocenté de cette affaire de Marseille grâce à sa belle famille qui fait tout pour étouffer l'affaire et sauver l'honneur de la famille. Mais à cause de cette lettre de cachet, il doit rester en prison parce que sa belle famille ne veut plus être entachée des scandales de Sade. Il représente un danger, c'est vraiment une bombe à retardement pour la famille. Donc, il reste en prison et il y restera longtemps, pendant 13 ans, jusqu'en 1790. Évidemment, il vit très mal la prison, il se comporte mal, il est violent. C'est vraiment l'enfer, comme il l'écrira lui-même dans les correspondances qu'il envoie à sa femme Renée Pélagie. Privilège de noble, il est transféré à la Bastille en 1784 où il a une prison aménagée, donc il a son mobilier personnel et surtout sa bibliothèque personnelle. En prison, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit beaucoup et il écrit. Il mange beaucoup aussi, Sade est très gourmand, il demande à sa femme de lui envoyer des sucreries. Donc il prend beaucoup de poids. Qu'est-ce qu'il écrit ? Eh bien, là encore, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'écrit pas de textes pornographiques en prison, à part les 120 journées de Sodome. Il écrit des pièces de théâtre, des romans et des nouvelles. Mais il écrit ces textes pornographiques quand il est en liberté. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur les 120 journées de Sodome, son œuvre la plus connue et la plus dure, la plus crue,
Personnellement, j'ai commencé à le lire par curiosité et j'ai vite arrêté. Je ne suis pas curieuse à ce point, mais j'aimerais qu'on parle de l'histoire du manuscrit parce qu'elle est vraiment, je trouve, à l'image de son auteur. Ce qui est intéressant, c'est que Sade avait parfaitement conscience du caractère sulfureux de ce texte-là, puisqu'il l'a recopié en tout petits caractères sur un rouleau de 12 cm de large et de 12 mètres de long, pour pouvoir le cacher dans un mur de sa cellule. Ce texte n'était pas destiné à la publication, mais il a été dérobé pendant la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Il a disparu, il a été oublié de tous, puis il refait surface et il est publié pour la première fois en 1904. Le manuscrit a été racheté puis volé plusieurs fois, donc il a un parcours assez rocambolesque, et l'État français le classe trésor national en 2017 et en fait l'acquisition en 2021 pour la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Il a été restauré en 2022 et aujourd'hui, il est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris avec les autres textes que Sade a écrits en prison. Voilà pour cette petite parenthèse, pour la petite histoire du manuscrit des 120 journées de Sodome que je tenais à vous partager parce que je la trouve hyper intéressante. Arrive la Révolution française et la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Sade est transféré quelques jours plus tôt dans un hospice et il en est libéré en 1790 seulement grâce à l'abolition des lettres de cachet. Donc en 1790, il a 50 ans et sa femme, Renée Pélagie, demande la séparation de corps. Il s'installe à Paris. Il a des problèmes d'argent, il rencontre une autre femme, Constance, une actrice, avec qui il formera un couple jusqu'à la fin de sa vie et il cherche à faire du théâtre. Puis il s'engage en politique et en 1793, il devient président de la section révolutionnaire d'Epic, dans laquelle se trouve aussi Robespierre. Sauf que ça tourne très mal puisqu'il écrit des manifestes contre Dieu. Robespierre, il déteste les athées et Sade se retrouve sur la liste des condamnés à mort pendant la Terreur. Il échappera à la guillotine in extremis, tout simplement parce que Robespierre meurt avant lui le 28 juillet 1794. C'est la fin de la Terreur et Sade est libéré à nouveau. Il est couvert de dettes, mais la publication de ses ouvrages lui permettent de survivre, notamment Aline et Valcourt et La philosophie dans le boudoir. Il publie une nouvelle version de son ouvrage Justine ou les malheurs de la vertu, qui l'accompagne d'une suite, l'histoire de Juliette, qui lui vaut de nouveaux ennuis avec la justice. Napoléon Bonaparte, qui à ce moment-là est premier consul, sous le consulat, le déclare fou à cause de ses œuvres et le fait arrêter sans jugement en 1801 pour le faire interner à l'asile de Charenton où il restera pendant 13 ans jusqu'à sa mort. Dans cet asile, il se lie d'amitié avec le directeur de l'asile, Monsieur de Coulmiers, et il a de la chance dans son malheur puisque de Coulmiers croit à l'art comme thérapie pour les maladies mentales, notamment le spectacle, le théâtre. Il confie à Sade la responsabilité des troupes de théâtre et des soirées organisées à Charenton. Et ça va être une vraie bouffée d'oxygène pour Sade, qui est passionné de théâtre. Donc imaginez la scène, ce sont des soirées privées sur invitation, organisées par des fous entre guillemets, où tout Paris voudra être de la partie. Je trouve ça quand même très drôle. Le marquis de Sade décédera à Charenton le 2 décembre 1814 à l'âge de 74 ans. Ainsi s'achève la vie du divin marquis, une vie complètement dissolue, faite d'écriture, de procès et d'emprisonnement surtout, puisqu'au total, il sera incarcéré 27 ans de sa vie. J'en ai pas parlé pour ne pas alourdir le propos, mais Sade, il aura 3 enfants avec Renée Pélagie, donc il y a des descendants encore aujourd'hui de son deuxième fils, puisque le premier fils décède en étant célibataire et sa fille restera célibataire aussi. J'en ai fini avec cette première partie, maintenant place au tarot. Quel arcane j'ai choisi d'attribuer au marquis de Sade et pourquoi, et on fera un tirage un petit peu particulier ensuite. C'est parti.
J'ai choisi d'attribuer l'arcane du diable au marquis de Sade, et ce pour plein de raisons. Alors déjà, je pense que ça lui plairait beaucoup qu'on lui attribue cet arcane. Les historiens savent, à travers ses correspondances, qu'il adorait l'humour noir, donc je pense que ça le ferait un petit peu rire qu'on lui attribue cette figure-là. Donc voilà, déjà pour ça. Ensuite, plus sérieusement, parce que je trouve que il incarne beaucoup de facettes du diable, parce que finalement, pour le marquis de Sade, comme on l'a vu, tout comme pour l'arcane du diable, l'excès, c'est un principe, l'excès de tout. Dans la sexualité, l'alimentation, l'argent, les idées, son rejet de la religion, ses actions, ses écrits, bref, l'excès, c'est plus qu'un moteur, Aujourd'hui, on pourrait parler de mode de vie. Et c'est ce qu'on dit traditionnellement avec cette carte, c'est qu'on est dans l'excès, qu'on a un comportement qui n'est pas sain vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça, Sade, c'est un petit peu l'histoire de sa vie, parce qu'il n'a pas de limite. Il y a un élément qui est important dans l'arcane du diable qu'on peut voir sur les cartes, ce sont les chaînes. Les chaînes qu'on voit ici, Rider-Waite-Smith, ou ici, sur un tarot de Marseille. Des chaînes qui symbolisent quoi ? Eh bien, le contrôle, donc l'absence de liberté. Et cette notion de liberté, elle est très importante pour Sade. Sa propre définition de la liberté, qu'on peut retrouver dans sa vie et dans ses œuvres, eh bien, elle se heurte à son époque, à sa conception de la liberté, qui est problématique et même perçue par dangereuse, comme on l'a vu, par ses contemporains. D'ailleurs, Sade lui-même dira que la liberté, c'est accepter le meilleur et le pire de soi-même et des autres. Alors on peut ne pas être d'accord avec ça, personnellement je suis pas du tout d'accord avec cette vision de la liberté, mais je trouve que ça correspond tout à fait à cette notion de liberté dont on nous parle dans l'arcane du diable. Jusqu'où va notre liberté ? Jusqu'à quel point on peut briser nos chaînes ? Eh bien, jusqu'à la morale. Notre propre morale, oui, mais aussi celle de la société dans laquelle on vit. Et ça, on le voit très bien avec le parcours de Sade, qui est en totale inadéquation avec la morale du XVIIIe siècle, la morale de l'Ancien Régime, de la période révolutionnaire et même après, sous le Consulat et l'Empire. Les œuvres de Sade, ses écrits, nous parlent constamment de tentation à laquelle il faut toujours céder, selon lui, puisque c'est l'œuvre de la nature, et lui ne voit pas pourquoi l'homme devrait résister à cette nature-là qui est, selon lui, l'essence même de l'homme. Sade, il remet aussi en cause toutes les normes de sa société, et c'est cela aussi dont nous parle le diable quand il sort dans un tirage. Parfois, c'est aussi pour nous questionner par rapport à ça. À quel schéma on se plie, dans quel domaine de notre vie et pourquoi ? Est-ce que ces schémas-là nous conviennent ou est-ce qu'on s'est emprisonné dans ces schémas-là qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous ont jamais convenu ? Eh bien, le diable, il nous dit que on a le pouvoir de sortir de ces normes-là, de ces cases qu'on nous a imposées ou qu'on s'est imposées soi-même aussi, tout seul. Et ça, c'est très marquant aussi dans la vie de Sade. J'ai aussi choisi de lui attribuer l'arcane du diable parce que lui-même, il est diabolisé de son vivant. Comme on l'a vu, il est considéré en son temps comme l'incarnation du mal, rien que ça. Il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent sur lui. On dessine des caricatures, on exagère tout ce qu'il fait, notamment Rose Keller, qui exagère les faits quand elle porte plainte parce que c'est le marquis de Sade et que il a une certaine réputation. On censure ses textes, bien évidemment. On réprime ses idées athées. On le considère vraiment comme dangereux. Donc il y a ce mythe de Sade diabolique qui se construit de son vivant, et c'est aussi pour cet aspect-là que j'ai choisi de le représenter par cet arcane. Pour terminer, j'aimerais vous partager 2 citations du marquis de Sade qui résument très bien sa pensée et l'arcane du diable. La première, je cite: « Tout est bon quand il est excessif ». Alors on ne peut pas faire plus diable que ça, je pense. Et la deuxième:
Je suis l'homme de la nature avant d'être celui de la société. Et ça, je trouve que c'est un très beau message que nous envoie l'arcane du diable quand elle sort dans un tirage et quand elle est bien aspectée. Voilà pour les explications de l'arcane du diable et du marquis de Sade. Alors concernant le tirage, j'avais envie de changer la formule et de vous proposer plutôt un tirage, une proposition. J'ai envie de faire un tirage où je vais remonter le temps et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité de Sade, sur qui il était vraiment. J'ai envie, voilà, de vous proposer cette petite formule-là. Alors évidemment, c'est pas du tout à prendre au sérieux ni au pied de la lettre, hein. Je laisse ce travail-là aux historiens. Mais j'ai envie de voir ce que les cartes veulent bien nous dire sur qui était le marquis de Sade au XVIIIe siècle versus comment il était perçu par la population, par la noblesse, etc. Et j'ai envie de dissocier un petit peu le mythe de la réalité et j'ai envie de voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça. Je prépare mes cartes, je prépare mes jeux et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai sélectionné 2 jeux, j'ai pris un tarot et un oracle, c'est ceux-là qui voulaient venir pour aujourd'hui. En tarot, j'ai pris un classique Rider-Waite-Smith, donc le Radiant Wise Spirit. Et j'ai pris évidemment l'oracle Affaires sensibles de Yéna Soul Shadow. Je vous mettrai sa chaîne en description. Je pense que cet oracle-là sera très approprié pour ce qu'on va faire. On va voir ce que ça donne. Alors, comment on va faire? Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est la façon dont Sade était perçu par les autres de son vivant versus ce qu'il était réellement, qui il était réellement. Est-ce que il a été très diabolisé? Est-ce que sa réputation, elle a été très exagérée? Ou au contraire, est-ce que c'était très proche de la réalité? J'aimerais bien savoir un petit peu et faire la comparaison entre le mythe versus la réalité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte de tarot et je vais recouvrir par une carte d'oracle. Et on va faire le mythe versus la réalité ici, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, alors, on veut savoir comment le marquis de Sade était perçu par la population de son vivant, donc au XVIIIe siècle. Comment le marquis de Sade, Alphonse Donatien, était-il perçu par la population de son vivant? Hop, on va faire ça. Pareil pour Affaires sensibles. Comment était-il perçu de son vivant par la population au XVIIIe siècle? Hop. Ensuite, je veux savoir comment il était perçu de son vivant par la noblesse. Hop. Comment était-il perçu de son vivant par la noblesse? Ok, elle a sauté. Hyper intéressant. Pareil pour Affaires sensibles, par la noblesse. Hop. Et enfin, on va faire versus ici la réalité. Qui il était vraiment de son vivant, derrière les masques, derrière l'image qu'il s'est donnée, le personnage qui s'est créé aussi. Qu'est-ce qu'il était vraiment, le marquis de Sade? Qui il était vraiment, en fait? Qui il était vraiment? Quelle était sa vraie personnalité? Qui il était vraiment? Je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup peur. Là, je ressens quand même beaucoup la peur. C'est intéressant. Qui il était vraiment? Hop. Non, on en a trop. Qui il était vraiment? Quelle était sa vraie personnalité? Hop. Oula. Ça a sauté.
Hyper intéressant. Alors, attendez, je remets ça. Alors, ici, on a dit, on a la population, comment il était perçu. Évidemment. Évidemment. Je vais tout retourner. Ouh. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Alors, attendez, je vais tout remonter pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, comment il était perçu? Ici, la réalité. Alors, hyper intéressant. Je me doutais que le 4 de denier allait sortir. Eh bien, comment il a été perçu par la population? Eh bien, comme quelqu'un qui veut conserver ses acquis. Hein. C'est de ça dont nous parle le 4 de denier. Le 4 de denier, ça nous parle de tradition. C'est vraiment la carte qu'on peut associer à la noblesse. Hein, et je trouve ça vraiment très marrant qu'elle soit sortie. Donc comment il était perçu par la population à l'époque? Eh bien, comme quelqu'un faisant partie de la noblesse, comme quelqu'un qui veut garder ses richesses pour lui, comme un noble qu'il est, l'aristocrate qu'il est. Et eh bien voilà, on l'aime pas trop parce que on est dans une période pré-révolutionnaire, hein, comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo. Donc il est plutôt vu comme le noble qu'il est, avec toutes ces richesses qu'il veut garder pour lui, qu'il ne veut pas partager. Et c'est intéressant parce que l'oracle Affaires sensibles nous parle de d'égarement et de désorientation. Alors ça vraiment, ça me fait dire que finalement, de son vivant, même si on a vu qu'il avait été diabolisé, qu'il y avait eu des caricatures qui avaient été dessinées, enfin, que vraiment il y avait des rumeurs folles qui circulaient sur lui, ben finalement la population, elle sait pas trop qui il était vraiment, en fait. On voit que il est perçu comme un aristocrate, comme quelqu'un qui a énormément de richesses, qui ne souhaite pas partager, et on sait ce que ça donnera par la suite, la Révolution française. Mais aussi, finalement, on sait pas trop qui il était vraiment. C'est un petit peu loin de nos préoccupations à nous. C'est comme ça que je la vois, cette carte-là. L'égarement, c'est vraiment... en fait, c'est un petit peu loin de nos préoccupations, de la population qui a juste faim et qui en a marre et qui doit travailler pour survivre. Donc, il y a ce côté, oui, il était célèbre de son vivant, oui, on a écrit énormément de choses sur lui, etc. Et en même temps, la population, j'ai l'impression qu'elle s'en fiche un peu, quoi. C'est un aristocrate parmi d'autres. C'est un noble parmi les autres. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, ensuite, comment il était perçu par la noblesse? Et là, évidemment, on a un 5 de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée-là que la noblesse, elle a cherché à le faire tomber. Elle a cherché à l'emprisonner, comme on l'a vu, et ils y parviendront. Ça me fait beaucoup penser à Madame de Montreuil, sa belle-mère, qui cherche par tous les moyens à le maintenir en prison, et on a vu qu'elle y parviendra par les lettres de cachet. Donc vraiment, pour moi, ce 5 de bâton, c'est on n'est absolument pas d'accord avec ce que tu fais, et on va faire en sorte que tu ne sortes jamais. On va faire en sorte de t'emprisonner. On a quand même piège et impasse avec cet oracle Affaires sensibles. Donc, il y a tu dénotes, tu ne veux pas faire partie du groupe dans lequel on est, tu n'obéis pas aux règles de la noblesse, au code du libertinage, au code de notre société de l'élite. Donc, on va faire en sorte de t'enfermer. Voilà, tout simplement. C'est quand même très clair. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que, visiblement, ce serait plutôt la noblesse qui a fait en sorte, l'aristocratie du XVIIIe siècle française, qui a fait en sorte de diaboliser plutôt le marquis de Sade. Donc ça, c'est super intéressant. Mais je vois plutôt là aussi beaucoup sa belle-mère, Madame de Montreuil, qui était surnommée la présidente d'ailleurs, et qui a tout fait pour le faire enfermer, pour qu'il reste enfermé. Donc moi je vois beaucoup ça. Et alors ça c'est quand même
Ça c'est quand même incroyable. Versus la réalité, qui il était vraiment, eh ben, on a quand même un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il peut vouloir dire... Enfin, là, il me fait penser à plein de choses. Déjà, je pense qu'il y a quand même énormément de personnes de son entourage qui l'ont trahi, ou en tout cas, il s'est senti trahi. Donc là aussi, c'est pareil. Je pense à sa belle-mère, Madame de Montreuil, parce que on sait... Alors, c'est l'historienne Stéphanie Génant qui a cette théorie-là, que au début, ils s'entendent bien, le marquis de Sade et sa belle-mère. Et puis après, ben, quand il y aura toutes ces affaires, elle va tout faire donc pour le faire taire et pour sauver l'honneur de la famille. Et j'ai l'impression qu'il va vraiment se sentir trahi par elle et par énormément de personnes de son entourage, parce que on a quand même ce cœur qui est au milieu, qui est quand même central hein, sur cette carte avec ces 3 épées. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de sentiment et d'amour hein, qui ressort. Peut-être qu'il l'a aimé à l'excès. Peut-être que c'est tout simplement ça et qu'il s'est senti trahi et qu'il n'a pas forcément compris en fait pourquoi est-ce qu'on le diabolisait autant. Alors, je nuance un petit peu parce qu'on voit dans ses correspondances que il a parfaitement conscience hein, de qui il est, hein, c'est pas le propos. Mais je pense qu'il s'attendait pas forcément à ce qu'on le fasse taire à ce point, à ce qu'on veuille l'emprisonner à ce point. Et d'ailleurs, hein, il écrira beaucoup à sa femme, hein, Renée Pélagie, quand il sera en prison. Et il écrira hein, beaucoup de lettres où il comprend pas, hein, où il veut absolument qu'on le fasse sortir. Et on sait qu'il écrira jusqu'à sa mort, quand il est à l'asile de Charenton, il écrira jusqu'à la fin pour demander absolument à être libéré. Donc je pense qu'il le vit vraiment comme une véritable injustice et vraiment comme une trahison de la part de sa famille, de la part de la société, etc. Vraiment, c'est ça qui ressort, quoi. Comme quelqu'un qui s'est senti trahi toute sa vie. Voilà, c'est ce que je ressens. Et je ressens, ouais, effectivement, je ressentais beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, finalement. C'est quelque chose qu'on ne dit pas très souvent. C'est vrai que les historiens ne disent pas trop à son propos, mais voilà, à titre personnel, c'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà, après c'est vraiment un avis très personnel hein, qui ne vaut rien, bien évidemment. Et l'oracle nous parle de famille et de soutien. Ben oui, alors là, ça me fait vraiment penser, évidemment, eh bien, à Renée Pélagie, hein, qui, on sait, l'a soutenue quasiment pendant toute la période de ses incarcérations. Et c'est seulement, en fait, à la fin de son incarcération, en 1790, si ma mémoire est bonne, qu'elle demande la séparation de corps. Alors, c'est pas vraiment un divorce, hein, c'est la séparation de corps, c'est l'autorisation de refaire sa vie avec quelqu'un, mais tout en restant plus ou moins marié. Là, en fait, c'est ça que ça me dit. Moi, ça me dit que Renée Pélagie, elle a été hyper importante dans sa vie, finalement. Et ils ont eu des enfants, hein, ensemble, hein, d'ailleurs. Et voilà. Voilà ce que ça me dit, quand même, que malgré tout ce qu'il lui a fait, malgré toutes les trahisons qu'il a fait aussi, hein, Renée Pélagie, elle en a beaucoup souffert, hein, parce qu'elle lui a... On le sait, on a retrouvé des correspondances hein, où elle le dit, où elle l'écrit. Eh bien, malgré tout, il l'aimait quand même beaucoup. Et je pense que il a peut-être quand même culpabilisé un petit peu de l'avoir trahi à ce point. Parce que pour lui, je pense qu'elle était quand même très importante. Même si après, voilà, il rencontrera quelqu'un d'autre, il sera avec Constance et voilà. Mais quand même, Renée Pélagie, ça reste quand même, je pense, peut-être son plus grand regret. Peut-être son plus grand regret aussi. J'ai pas soutenu ma famille comme il le fallait. Peut-être que sur la fin de sa vie, il a eu un regret de ce style-là. Ce serait intéressant d'aller creuser dans les correspondances à la fin de sa vie. Je les ai pas en tête, mais c'est ça que ça me dit là de Sade principalement. J'ai aussi des regrets par rapport à ça, d'avoir fait peut-être souffrir autant ma famille. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Alors, je sais que Stéphanie Génant, elle le dit quand même dans la biographie qu'elle a écrite. Elle le dit. Elle parle quand même d'un Sade qui aime à l'excès et qui n'est
pas spécialement plus excessif qu'un autre libertin de cette époque-là. Bon voilà, ça c'est son point de vue, tous les historiens ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est vrai que là, les cartes donnent plutôt raison pour le coup à Stéphanie Génan. Voilà, et ben écoutez, c'était super intéressant, je m'attendais pas vraiment à ce type de tirage, à part bon, je me doutais que le 4 de denier allait sortir à un moment donné, mais voilà, ben écoutez, j'ai trouvé que c'était super intéressant, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ce que vous en pensez, voilà, sur ce 3DP5 de bâton, à quoi ça vous fait penser à vous, parce que là c'est mon interprétation à moi, bien évidemment, vous pouvez y voir plein d'autres choses aussi. Donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je serais super ravie de lire vos avis sur le sujet. Voilà pour le tirage, et voilà aussi, eh bien écoutez, pour l'épisode, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu, je vais vraiment essayer d'en faire d'autres et plus souvent, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me demande énormément de temps en recherche, surtout, parce que je veux que ce soit un travail qui soit qualitatif, même si ça reste du divertissement et même si voilà, ça reste dans un cadre convivial. Toute la première partie, vraiment, elle est très sérieuse et je passe énormément de temps à faire des recherches, à couper les sources, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans la description, hein, si vous voulez approfondir le sujet. Il existe évidemment plein de livres, plein d'articles qui ont été rédigés sur le Marquis de Sade. Voilà, écoutez, je pense que je vais arrêter là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et voilà, en parler autour de vous si ce format vous plaît. Et puis, eh bien, quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!